Retour sur le plateau d'Horizon Midi, hein, déjà toutes nos sincères désolations pour ce manquement. Maître Andy, certainement ceux qui sont à la charge de la distribution de l'énergie ne voudront pas qu'on aborde ce sujet. Voilà, Julien Arcedian, vous aviez la parole tout à l'heure pour vos 15 premières minutes. Maître Andy, bonjour et bienvenue à Horizon 3. Bonjour. Malgré la complexité socio-culturelle du dossier, nous tentons de garder à l'esprit que vous êtes avant toute chose un avocat et que votre devoir c'est de défendre les droits de votre cliente. Mais toutefois, la situation, du moins le contexte de cette interview vise à clarifier clairement la situation juridique de votre cliente. Alors, allons de plein fouet ou rentrons de plein fouet dans le sujet. Ne craignez-vous pas de vous retrouver tristement célèbre à cause ou grâce à cette affaire? Déjà, je vais vous préciser que je ne suis pas avocat. Il faut faire cette précision parce que expert. Le barreau est jaloux de. Ah d'accord. Le barreau est jaloux de ses membres. D'accord. Et du métier qu'ils exercent. Alors, je ne suis pas avocat. Je suis expert criminel. C'est un métier différent de l'avocature. D'accord, d'accord. Et par quel mécanisme devient-on expert criminel au Cameroun justement? On devient expert criminel. L'expertise criminelle est un métier d'ordre technique. Oui. Régi par une loi, la loi numéro 037 ouais. du 10 août, ouais. base 07 du 10 août 1990, régissant la profession d'expert technique. Alors, dans les experts techniques, nous avons une branche d'experts chargés, compétents dans le domaine criminel. Ouais. Nous avons dénommé Chambre nationale des experts criminels du Cameroun. Ah d'accord, voilà, d'accord, d'accord. Cette précision est très importante. Hyper importante. Donc, et merci d'ailleurs de nous éclairer là-dessus. Maintenant, le conseil au sens de la loi n'est pas forcément un avocat. Tout à fait, tout à fait. Ça aussi, il faut le dire. Il faut le dire pour que nous ne soyons pas dans l'usurpation ou dans le flou, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. C'est très important de le préciser. Merci beaucoup. Mais au moins, garantissez-moi, vous avez le droit de porter le titre de maître? Oh oui. Ah d'accord. Oui. Si vous voulez, je pourrais revenir pour ce débat un autre jour. D'accord, 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 d'accord. D'accord. Alors donc, je peux bien comprendre qu'on puisse se tromper lorsqu'on entend maître, on passe directement. Même les huissiers, les notaires se font appeler maître, ils ne sont pas des avocats. Tout à fait. Voilà. Et ça c'est vrai. Voilà, mais c'est pas parce qu'on se considère conseil d'une personne forcément, on est avocat. L'avocat, l'exclusivité de la représentation des parties devant le tribunal. Oui. Mais dans la phase policière, oui. N'importe qui peut se constituer tout à fait. Conseil au choix du suspect. Voilà, donc cette précision est très importante. Elle en valait la peine, voilà. Ça c'est sûr. Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez, nous existons effectivement pour des gens contre qui la société a prononcé une sentence. Oui. Oui. Lorsqu'on vous dit que tout est fini pour une personne, c'est à ce moment que nous apparaissons pour dire qu'il y a encore espoir, que la personne même peut être innocente des faits qui lui sont imputés. Parce que, vous savez, la justice n'est pas la vengeance. Oui. C'est pas la rue, c'est pas le cinéma, c'est pas le théâtre. La justice est basée sur des règles de droit. Des règles de droit qui, en fonction des faits, doivent être appliquées. Tout à fait. Voilà, donc on peut se servir des faits pour parler du droit, mais le droit, c'est pas les faits. Il faut bien le dire. Et donc, du coup, vous ne craignez pas d'être ou de vous retrouver tristement célèbre? Non, la complexité de cette affaire dans laquelle vous constituez comme conseil. Pour être sincère, c'est une affaire très simple. C'est pas parce que elle fait l'objet des publications et d'agitation que forcément... Et même d'hypermédiatisation. Tout à fait. On a eu des cas, des affaires plus graves que celle-ci au Cameroun. Et on n'a pas vu autant de mobilisation que nous avons actuellement. Donc c'est pas une affaire qui... Et puis maintenant, c'est un célèbre. Vous savez, on passe toujours par un chemin pour se faire un nom, pour se faire connaître. Donc ça ne générait pas... Et c'est pas la première affaire sur laquelle j'interviens. Avec la même complexité. Bien sûr. Déjà, il est arrivé que, en ma qualité d'expert criminel, que je sois requis dans des dossiers compliqués. Tout à fait. Pour faire effectivement l'expertise pour laquelle je suis qualifié. Tout à fait. Alors, ça me permet de vous poser une question pour qu'on puisse présenter l'affaire dans sa globalité. Pouvez-vous nous résumer brièvement les faits dans l'affaire, des accusations contre votre client? Qu'est-ce qui lui est reproché concrètement? Oui, déjà, je vais vous préciser que la loi interdit de commenter et
de commenter une affaire qui est pendant pendant. en justice. Tout à fait. Quel que soit l'état de la procédure. Ah d'accord, mais là nous sommes dans les faits. Voilà, Qu'est-ce qui lui est reproché? maintenant pour arriver au fait, je vais rester sans parler du fond des éléments du dossier. Ça ne nous gêne absolument pas. Les faits sont ceux que tout le monde connaît. On a vu, on a découvert via les réseaux sociaux dans une vidéo mettant en exergue une dame faisant une mission d'urine dans une marmite. Oui. Et directement, cette marmite a été qualifiée comme étant destinée à la consommation d'une masse de personnes parce que cette dame étant identifiée comme une détentrice d'un restaurant. Tout à fait. Et c'est là c'est à ce niveau qu'il y a un peu d'ambiguïté parce que si on va voir cette quantité de marmite, si on va voir cette quantité de coke, on va se poser des questions. Si on va voir le lieu, qui peut nous déterminer le lieu de la réalisation de cette vidéo? Tout à fait. Donc nous allons rester là, tout ce que nous avons comme élément de défense, nous allons le produire aux avocats qui devant le juge vont les mettre en exergue pour pouvoir avoir suffisamment d'éléments pour défendre les intérêts de Permettez-moi tout de même de rebondir sur la question, peu importe la destination de cette nourriture, si on peut l'appeler ainsi, que ce soit pour d'éventuels ou potentiels clients ou même pour la maison, est-ce que cet acte, même sur le plan moral, peut être justifié? Voilà, moi je fais sur la différence chaque fois qu'il y a un fait. Il faut faire la différence, il faut... pour me résumer, comme je l'ai dit hier, quand une affaire quitte la rue, oui. Et comme il s'agit de la cuisine, je vais utiliser l'expression culinaire. Oui. Lorsqu'une affaire quitte de la rue, Oui. pour se retrouver sur la table de la justice, en passant par les couloirs de la police judiciaire, Oui. cette affaire doit être sérieusement cuisinée afin qu'elle soit digeste pour ceux qui vont la consommer. Qu'est-ce que vous mettez dans Alors, sérieusement cuisiner? Lorsqu'on veut donc dire cuisiner, c'est effectivement creuser, chercher à avoir les contours qui constituent les éléments de cette affaire. Parce qu'on quitte du macadam pour se retrouver dans les couloirs de la justice. Oui. Et la justice, ce n'est pas les racontages. Lorsqu'on veut imputer à une personne un fait, il faut réunir un certain nombre d'éléments. Tout à fait. Et ces éléments sont appelés les éléments caractérisant, les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction. Oui. Donc lorsque on présente un officier de police judiciaire, on commence par la police judiciaire. Donc un officier de police judiciaire vous auditionne pour un fait, il faut obligatoirement que cet officier de police judiciaire vous notifie l'infraction dont les faits qui vous sont reprochés caractérisent les éléments constitutifs. C'est pas ça que vous comprenez. Je vous comprends très bien. Encore que nous avons dans ce dossier précis les déclarations de la commissaire, je crois, centrale, de la centrale numéro 4, qui fait clairement état de ce qu'il y a un premier fait qui a été établi. Elle urine bien dans une marmite de nourriture. On ne sait pas si c'est le coq comme on dit au quartier ou autre chose, mais il y a qu'elle urine dans une marmite de nourriture. La destination n'est pas encore l'objet ici. Est-ce qu'au moins ce fait-là, vous l'établissez? Nous sommes d'accord. Alors je voudrais bien qu'on nous dise quelle infraction. Moralement parlant, oui. Dans notre société, même le fait d'uriner en route, dans un endroit public, c'est pas bon. À plus forte raison. Mais c'est pas comparable au fait d'uriner dans une marmite de nourriture. Je dis à plus forte raison dans une marmite contenant un repas. Nous sommes tous d'accord que c'est choquant, que moralement ce n'est pas bon. Mais je vous dis donc que maintenant, lorsqu'on veut donc rentrer maintenant, on veut transformer une affaire sociale. Oui. Une affaire qui choque la société, oui. Comme toutes les autres affaires, pour rentrer dans les couloirs de la justice, il faut donc maintenant utiliser des expressions qui vont avec. Justement, il y a deux éléments qui ont été avancés face à la presse par ces officiers de police judiciaire. Le premier, c'est qu'on pourrait la poursuivre pour tentative d'assassinat. Et la deuxième, si je m'en tiens à ces déclarations, cette dame commissaire-là, c'est qu'on pourrait également l'accuser pour pratique de sorcellerie. Vous savez ce qui est intéressant avec les procédures judiciaires? Non. C'est que la loi permet à un officier de police judiciaire de qualifier les faits et de leur donner une qualification pénale qu'on appelle une infraction. Oui.
Parce qu'une infraction, pour qualifier une infraction, il faut avoir les faits et maintenant se rendre compte que ces faits constituent les éléments caractéristiques d'une infraction. Alors, ça veut dire quoi de manière simple? Ça veut dire simplement que autour des faits, les faits c'est l'ensemble des gestes et des actes posés pour arriver à offenser la société. Parce qu'une infraction est une offense. Oui. Alors, pour arriver dans une offense, il faut poser un certain nombre d'actes. Oui. Qui, dans ces actes, il y a ce qu'on appelle les traces et des indices qui permettent donc maintenant de conclure que ces traces et ces indices caractérisent donc un comportement qui est offense. Tout à fait. Alors, maintenant, c'est donc cette offense qu'on appelle une infraction. Et on qualifie donc l'ensemble des faits qui ont donné la constatation de cette offense à l'infraction. Oui. Alors maintenant, le législateur permet que l'officier de police judiciaire donne une qualification Tout à fait. aux faits. Et le législateur va plus loin en vous disant, le procureur de la République, une fois ayant reçu le dossier, peut disqualifier les faits. Tout à fait. Pour les requalifier. Pour les requalifier. Tout à fait. Et le même législateur vous dit encore que le juge d'instruction ou la juridiction de jugement étant saisi peut à nouveau disqualifier les faits tels que qualifiés par le procureur de la République. Pas le procureur de la République. Ah d'accord. Donc pour vous expliquer ça. D'accord. Pour expliquer ça facilement. Oui. L'officier de police judiciaire peut qualifier un fait de vol. Oui. Et arrivé devant le procureur en lisant la procédure les requalifie en abus de confiance. Oui. Et devant un procès, le procureur de la République, en exposant les faits, se voit reprendre. Se voit reprendre par le juge qui lui dit les faits tels qu'exposés par vous ne qualifient pas les faits d'escroquerie, mais plutôt pas d'abus de confiance, mais plutôt d'escroquerie. Il les requalifie et les renotifie à nouveau aux mises en cause. C'est parce que vous comprenez. C'est une étape. Donc nous avons 3 étapes de la procédure. Alors, le juge n'est pas lié à la qualification des faits du procureur. Le procureur n'est pas lié à la qualification des faits. L'officier de police judiciaire. C'est bien de le faire. Donc moi je prends ça comme des commentaires. Quand l'officier de police judiciaire qualifie un fait, je n'ai pas à discuter avec lui parce que les faits qui sont importants, la qualification qui est importante, c'est celle que le juge retient. Alors, maintenant, quand on vous dit tentative d'assassinat, je ne vais pas rentrer dans... On part du principe que l'urine peut empoisonner. Non, écoutez, je ne vais pas rentrer dans un cours de droit pénal magistral pour commencer à expliquer ce que c'est que l'assassinat, ce que c'est que la tentative. Même si peut-être ça demeure quand même un effet important. Assez important, vu la complexité sociale. Oui, s'il faut donc rentrer dans cette qualification des faits, elle ne tient pas. Elle ne tient pas parce que l'assassinat est le meurtre prémédité. Donc le fait de ôter la vie à une personne en ayant préparé cette... Partons du principe de tentative du meurtre, si vous voulez. Voilà. Non, pas tentative de meurtre. Est-ce que c'est pareil? Pas tentative. Tentative de meurtre tentative d'assassinat est un fait. Pour dire que le meurtre est le fait de ôter spontanément la vie autrui sans préparer. Deux personnes qui se discutent, l'une gifle l'autre, elle décède, c'est un meurtre. Par contre, le fait pour moi de préparer un acte, j'achète le poison, je le compose et tout, et je mets dans la boisson d'une personne qui décède, c'est un assassinat. Mais nous sommes justement pas en présence d'une situation équivalente ou pareille. Bon, maintenant. On a les déclarations de votre client. Pour même que... Qui dit clairement que son mari l'avait mise en colère. Pour aller dans ce sens-là. Pour se venger. Elle a commis cet acte-là. Est-ce que vous ne vous contredisez pas? Pour aller dans ce sens-là. Oui. Si on veut penser que le fait qu'elle ait préparé, elle s'est apprêtée, qu'elle ait fait une miction d'urine dans la marmite constitue des actes préparatifs pour ôter la vie autrui, c'est aller dans ce sens-là, c'est aussi encore se perdre. Parce que un officier de police judiciaire doit requérir un expert chaque fois qu'il est en face d'une zone d'ombre. Mais dans ce cas précis, nous avons les aveux de votre client. Permettez qu'il réponde à votre question, Julio. Alors, l'officier de police judiciaire qui vous dit que ces faits sont qualifiés de tentative d'assassinat, va vous dire si il y a eu une expertise de l'urine en question de la dame et que on vous a dit
on vous a donné le degré de toxicité, c'est ça, j'y arrive, de cette urine. Ce qui n'a pas, pas été fait au préalable. Donc, ça, c'est pour savoir si l'urine de Dame Bikoué, justement, contenait des éléments pouvant ainsi conduire un empoisonnement. Déjà, une enquête sérieuse, il faut, avant de conclure, il faut aller à toutes les étapes. Quand on vous dit quelqu'un qu'on fait consommer une substance nocive à autrui, première des choses, il faut recueillir un expert dans le domaine de ces substances. Pour que l'expert soit capable de vous dire à quel niveau le degré de toxicité de ce produit. Alors, qu'est-ce que les hommes de la science, que moi j'ai interrogé à ce sujet, nous disent? L'urine au départ est stérile. Stérile veut dire qu'elle ne contient rien. Alors, je ne vais pas me substituer. Non, je vais arriver. Allez-y. Alors, on vous dit donc que maintenant l'urine dépend, la composante de l'urine dépend de l'état de santé de la personne. Tout à fait. Qui émet cette urine. Tout à fait. Donc, pour conclure, c'est ce que l'urine de cette dame pouvait faire à autrui, pouvait causer comme dommage à autrui. Il fallait requérir un médecin d'abord pour l'examiner. Ensuite, expertiser son urine. Et trouver une conclusion pour savoir donc de quoi il s'agit. Alors, dire simplement qu'on a vu quelqu'un mictionner et qu'on va conclure directement à une tentative d'assassinat, c'est se perdre. Mais je suis d'accord avec vous, sauf qu'on ne se limite pas au simple dire que l'officier de police judiciaire. On a également les déclarations, la déclaration de votre propre cliente qui dit, d'ailleurs, ça émane d'une volonté manifeste, avoir voulu le faire pour punir son mari. Qu'est-ce qu'on entend par punition? Écoutez, même si on dit que la reine est l'aveu est la reine des preuves, pour que cet aveu soit valable, il faut voir les circonstances dans lesquelles elle est obtenue. Ça justement m'amène à vous poser la question prochaine, et certainement l'une des dernières. Dans quelles circonstances votre client a-t-il été arrêté? Est-ce que les procédures ont été respectées? Et jusqu'à présent, croyez-vous que dans cette détention-là ou cette mise en garde-là, tout a été respecté du point de vue de la loi? Nous allons tirer les conséquences de droit devant le juge, parce que lorsqu'il y a un vice de procédure, la loi a bien prévu qu'il y a des sanctions. Pas contre la personne forcément, mais contre la procédure. Alors bon, maintenant, sur ces déclarations... D'abord les circonstances en arrestation, ensuite les circonstances de l'obtention de ces aveux. Les circonstances de son arrestation, nous n'allons pas dire, nous n'allons pas dénoncer forcément la façon. Nous dénonçons plutôt la façon dont elle a été présentée. Vous savez, lorsque, regardez combien de jours après la sortie de cette vidéo, elle a été arrêtée. Nous étions à un niveau où les gens oubliaient même déjà. On parlait déjà de d'autres choses. Alors, elle a été arrêtée. Premièrement, la première photo que j'ai vue, j'ai reconnu les éléments du commissariat central, du commissariat d'arrondissement, le commissariat numéro 4. Commissariat du 4e arrondissement de la ville de Yaoundé. Après, le lundi, j'ai été surpris qu'elle se retrouve au commissariat central numéro 4. Ça, c'était la première surprise. Et pour moi, même une situation de revolte interne. Parce que lorsqu'une unité supérieure de saisie une autre unité, c'est que l'affaire est tellement grave. On n'est pas dans un cas de grand banditisme d'une dame tellement armée terroriste au point où... Vous ne pouvez pas le dire. On est quand même en présence d'un cas qui pourrait s'apparenter en cas de santé publique. Non, écoutez. Quand même. Écoutez, il ne faut pas qu'on soit dans la recherche du sensationnel. Cette enquête aurait pu bien se mener sans que ça ne fasse autant de bruit. Elle aurait pu être même dans les geôles du commissariat du 4e arrondissement sans que personne ne sache. Vous dénoncez la super médiatisation? Moi j'ai vu la photo de ce chef d'unité qui était tout gonflé à côté d'elle comme si c'est vrai. Il lui fallait une décoration pour avoir interpellé une jeune fille qui ne représentait pas physiquement un danger pour la société. Même si son acte est moralement reprochable. Vous comprenez? Quand vous voyez, parce que vous êtes des communicateurs, quand vous lisez, quand vous voyez une image,
vous pouvez l'interpréter. C'est vrai. Lorsque j'ai vu cette vous le photo, concède, c'est vrai. je me suis dit, mais ce monsieur il veut se faire, il se prévoit d'avoir commis, hein. comme on dit souvent, un acte de bravoure. Un acte dans leur héroïque, jargon. tout à fait. Pourtant, ce n'était pas nécessaire. Même cette présentation à la presse n'était pas nécessaire. Je vais vous dire quelque chose. Il y a 2 suspects dans cette affaire. Oui. Le petit ami Oui. de cette dame. Oui. Qui? C'est pas moi qui le dis. La centrale, quand vous-même vous a dit, Oui, justement, nous avons les déclarations. Elles sont publiques. On a utilisé le gars, lui miroitant une Saint-Valentin agréable avec une autre fille. Tout à fait. Pour l'arrêter, on l'a utilisé comme appât Tout à fait. pour aller interpeller. Tout à fait. Et maintenant, qu'est-ce que lui fait en garde à vue? Maintenant, il est entendu comme co-suspect. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a permis. Il apparaît dans cette vidéo sans va reprocher le fait, parce que c'est cette vidéo qui fait l'objet de découverte. Oui. Est-ce qu'il apparaît dans cette vidéo? L'exploitation. Est-ce qu'on vous dit... L'exploitation peut-être des Non, téléphones et d'autres éléments. l'exploitation, je vais vous dire quelque chose. Il vaut mieux 1000 coupables en liberté qu'un innocent En prison. en prison. Le principe de la liberté est un principe. La liberté est la règle, la restriction ou la détention est l'exception. Si vous voulez exploiter quelqu'un qui visiblement n'a rien fait, qui peut vous renseigner, vous pouvez le prendre même à titre de témoin. Pourquoi ne pas le laisser en liberté? Qu'est-ce qu'il fait réellement en garde à vue? Il n'était même pas connu avant cette reconnaissance des faits. C'est vrai. Qui le connaissait? Maintenant, quand je parle de l'image, s'il est maintenant déféré devant le procureur de la République qui décide de ne pas le poursuivre, parce que pour se retrouver devant un juge, c'est le procureur qui a l'opportunité de poursuivre, c'est lui qui décide, qui dit je te poursuis, il t'envoie devant un juge. Il décide de classer sans suite. Si le procureur estime donc qu'il n'a rien à reprocher à ce monsieur il décide de classer son affaire sans suite, quelle sera son image dans la société? Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est celle pour qui vous êtes constitué. Non, c'est les deux. Ah d'accord, merci. Nous avons, je sais pas. Il fallait bien le préciser. Oui, nous sommes conçus pour les deux. Dans la lettre de correction que nous avons produite, nous avons dit, parce que nous n'avons pas effectivement le nombre de personnes et les identités. C'est arrivé à l'enquête que nous avons eu l'identité de l'autre. Alors, je vous dis donc que lui-même m'a demandé que qu'est-ce que je fais ici. Lui-même me l'a demandé. Donc, vous pouvez vous imaginer, et il l'a fait devant l'officier police en charge de l'enquête. Que oui, je vous ai aidé à arrêter quelqu'un qui... Maintenant, moi... Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? De quoi? Ils ne sont pas légalement mariés. Non, ils ne sont pas légalement mariés. Et puis même s'ils sont légalement mariés, on ne peut pas... La responsabilité pénale est individuelle. Tout à fait. Mon cher. Tout à fait. On ne peut pas imputer à un conjoint le fait d'un autre conjoint. Tout à fait. Sous le simple prétexte qu'ils soient mariés. Ouais. Au contraire même, le mariage même est une forme de protection, une forme d'immunité, parce qu'on ne peut pas par exemple poursuivre un conjoint pour le recel du fait du vol de l'autre. Vous comprenez? On ne peut pas dire à un conjoint, même monsieur qui rentre avec un sac de riz qu'il a volé, aller donner à son épouse, on ne peut pas arrêter l'épouse pour recel. Pour recel, ok. Donc il faut que vous compreniez ça. Okay. Alors on se pose bien la question de savoir qu'est-ce que le monsieur, le petit ami de cette fille, fait en détention, fait en cellule. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait en détention? Parce que ce n'est pas la détention dans le vrai sens du terme. Oui, en cellule. Alors qu'est-ce qu'il fait en garde à vue? Tout à fait, merci. Merci de le préciser. Bon, ça m'amène à vous poser certainement cette dernière question selon le modérateur. Vous savez, vous en tant qu'expert, je suppose dans le collectif, il y a également les avocats, vous avez forcément anticipé la qualification, la requalification des faits devant le tribunal. Que plaideriez-vous? Non, nous avons déjà, je vais vous dire, peut-être vous ne savez pas. Et puis, ce n'est pas interdit par la loi de vous dire que telle personne est gardée pour tel fait. Jusqu'à présent, tout le monde sait qu'on l'a gardée parce qu'elle a mixé dans la marmite. Mais juridiquement, ça n'a pas une qualification. Ça n'a pas une qualification. Alors, elle a été auditionnée pour les faits d'altération d'aliments, oui, de publication obscène
publication obscène avait dit qu'on l'accuse, elle, d'avoir publié cette vidéo contre elle. Hein. Tout à fait. Voilà, je ne vais pas regarder les commentaires là-dessus. Je pense que les oreilles attentives vont analyser où je vais arriver. Le troisième, c'est comme on dit suspicion de pratique de sorcellerie. Ah oui. Or, à la base, à la police judiciaire, à la phase policière, tout ce dont vous reproche ne sont que des suspicions. Tout à fait. Pourquoi on ne dit pas suspicion d'altération d'aliment? Pourquoi on ne dit pas suspicion de publication obscène? Mais on vient vous dire à la fin, suspicion de pratique de sorcellerie. Vous voyez, en réalité, ce que nous dirons devant le juge sera que ce dossier est vide. Merci. Merci pour cette première phase, maître Andy Simon-Pierre. Très pertinent justement dans ces prises d'opposition, il faut le reconnaître. En tout cas, ils sauront davantage quels outils et mécanismes utiliser devant les juges en charge de cette affaire pour justement défendre la cause de Dame Christelle Bikoué. Joseph Arsène Batiogo, nous revenons vers vous cette fois-ci pour la deuxième prise de parole. Ce sera encore reparti sur le ring, maître Andy, cette fois-ci avec Joseph Arsène Batiogo. C'est parti pour les prochaines minutes et nous reviendrons justement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais me dire avec lui en 3 minutes avant qu'on ait la publicité? Vous pouvez décortiquer une information certainement. En 3 minutes? Oui. Je ne vois pas comment je peux exploiter 3 minutes pour l'échange sérieux avec le maître. Qu'est-ce que vous proposez? On aille d'abord en publicité et puis on revient. C'est toi le modérateur. D'accord, allons-y. Publicité. On va prendre la publicité donc. On revient justement pour permettre à Joseph Arsène Batiogo d'entrer lui également dans le ring dans le cadre de cette émission. Situé en plein cœur de la ville d'Edéa, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together Weekend vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers des technologies de l'information et de la communication, à savoir bureautique, infographie, e-commerce, montage vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population d'Edéa, de Dizangué, de Puma, de la Dibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Ngouaïmassa, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations, une seule adresse: le centre de formation gratuit au métier des TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Together Weekend, Charity and Love. Retour sur le plateau d'Horizon Midi, il est exactement 11h. Joseph Arsène Batiogo, nous vous redonnons la parole pour cet entretien pendant 15 bonnes minutes avec Maître Andy Simon-Pierre. Vous avez dit combien? Allez-y. Ok, Maître, je voudrais savoir, votre client est-elle mentalement stable? Écoutez, oui ou non? Elle est stable ou elle n'est pas stable? écoutez, Oui. cette dame est sereine, consciente de ce qu'elle traverse en ce moment. Au moment de la commission des faits, vous avez convoqué les expertises médicales. Est-ce qu'elle est mentalement stable? Cette dame actuellement est consciente de ce qu'elle traverse. Personne ne peut vous donner le temps, ne peut vous situer exactement dans le temps de la commission, pas des faits, le temps de la réalisation de cette vidéo. On parle de décembre. Non, on parle, personne ne peut vous dire... Elle ne vous l'a pas dit, vous, quels ses conseils? Écoutez, cette vidéo, elle dit qu'elle ne sait pas à quel moment
cette vidéo a été prise. Tout à fait. Et elle vous dit... Elle dit même que ce n'est pas elle qui a rendu la vidéo publique. Et puis à un moment donné, elle vous dit, je suis obligé de me demander pardon pour qu'on ne me dérange plus. Alors, sur ces déclarations, non, pas, je ne veux pas... Vous voyez de la cohérence dans ces propos-là? Vous savez... Est-ce qu'il y a de la cohérence dans ces propos? C'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'elle est mentalement, psychiatriquement stable? Je vous ai dit qu'elle est consciente de ce qu'elle traverse en ce moment. Non, même, il y a les déstabilisés Bantou qui, en ce moment donné, retrouvent la conscience. Hein. Écoutez, oui. En ce moment, je vous parle. Elle est bien consciente de ce qu'elle traverse. Et ce qu'elle traverse, du fait de la volonté des autres, lui fait beaucoup de mal. Vous y croyez? Écoutez. Parce que vous êtes son conseil écoutez, pour parler. Non. Ou sincèrement vous y croyez? Nous allons, je vous ai dit que je vous ai dit, il faut qu'on évite la passion. Oui. Et vous avez vu dans notre sortie, nous avons dit que nous joignons nos excuses à celles qu'elle a faites vous faites votre à travail. ceux qui ont vu. Ça, c'est votre boulot. Vous comprenez? Vous avez ses conseils. Alors, non, nous sommes en train d'échanger. Non, permettez. Le principe de l'émission, il est connu. Vous posez vos questions, permettez au maître de répondre. Je sais ce que je recherche dans mes questions. Quand tu l'as déjà répondu, je peux évoluer. On peut dialoguer. On ne fait pas en langage de sourds. Je ne pense pas. On fait pas. Vous savez, je vais revenir même. Permettez à maître en Je vais même revenir sur cette question. C'est ma manière d'interroger. Je vais revenir sur cette question. Oui. Sur laquelle beaucoup de personnes ont semblé nous donner des leçons de ligne de défense en nous faisant croire qu'il fallait aller dire qu'elle n'était pas stable psychologiquement lorsqu'elle le faisait pour retrouver l'excuse de l'élément moral. Oui. Mais vous savez, le magistrat, c'est un homme, c'est un être humain à qui il ne faut pas prétendre mentir un bon matin et penser qu'on va croire. Parce que se défendre en utilisant un élément intentionnel qui est la démence, soit partielle, soit totale, cet état ne peut être confirmé que par un médecin. Même le conseil d'une mise en cause n'a pas le droit de se lever et d'affirmer, de dire que son client a posé un acte étant dans une démence soit partielle ou non. Il ne peut que confirmer si le médecin... Oui, il ne peut pas tirer des conclusions sans... Alors, donc, quand vous me posez cette question, vous voulez que moi je conclue, n'étant pas un expert en santé... On voulait que vous nous disiez si vous avez alors, fait consulter... La nécessité n'y est pas. La nécessité n'y est pas parce que nous n'avons pas besoin d'aller... Nous n'avons pas besoin d'aller dans cette ligne de défense. D'accord. Parce qu'elle peut... Elle-même vous déroule et vous donne les détails des circonstances dans lesquelles cette vidéo... Très bien. C'est pourquoi je vous ai dit, elle est actuellement consciente de ce qu'elle fait. Ça, je l'ai compris. Alors. Maintenant, autre chose, qui a filmé cette dame? C'est la très bonne question. Et c'est à cette personne qu'on a imputé l'infraction de publication obscène. C'est son petit ami qui l'a filmé? Je dis à cette personne qui est jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas à nous de l'identifier. Vous comprenez? Lorsque on veut imputer à quelqu'un un fait, on doit rapporter la preuve que c'est la personne qui l'a fait. Ce n'est pas à nous de venir produire ou de venir identifier la personne qui l'a fait. Ce n'est pas à nous. Si on nous reproche d'avoir publié une vidéo, il faut qu'on nous prouve que c'est nous qui l'avons fait. Vous voulez que je vienne sur un plateau et te dire c'est elle qui l'a fait? Bon, maître, non, écoutez. Nous savons que les avocats, les experts en justice, les policiers ont leur technique et stratégie d'enquête propre. Quand il faut rechercher à dégager la vérité pour innocenter ou prouver la culpabilité, chacun dans son camp. Bon, ce n'est pas à nous de chercher. Lorsque nous parlons de la publication obscène, nous allons simplement démontrer que ce n'est pas elle qui a publié. Non, nous n'allons pas démontrer que ce n'est pas elle qui a publié. Nous allons plutôt demander qu'on nous démontre que c'est elle. Vous nous accusez d'un fait. Il incombe à celui qui accuse un fait d'apporter la preuve. Si je vous reproche d'avoir fait X ou Y, ce n'est pas à moi de venir, ce n'est pas à vous de venir démontrer que vous ne l'avez pas fait. C'est à moi de démontrer effectivement que vous l'avez fait. Vous demandez à la partie qui se plaint de démontrer oui, que... C'est pas moi qui le... Ça veut dire que vous êtes aussi à mesure
de démontrer à cette partie qu'elle prouve que dans la vidéo, c'est la dame elle-même. Écoutez. Alors, vous pouvez réfuter même tout ce qu'elle a dit dans les interrogatoires écoutez, aussi. Oui. Il incombe à celui qui accuse de démontrer que l'accusation est vraie. Il incombe à celui qui accuse de soutenir son accusation. Vous n'allez pas prendre quelqu'un, l'amener devant les tribunaux sans aller démontrer, sans avoir les éléments sur ce que vous affirmez. Alors, il n'appartient pas à celui qui se défend de commencer à montrer que non. Comme vous dites là que c'est lui qui a posé tel acte, c'est plutôt telle autre personne. Non, il ne lui appartient pas de le faire. Et donc, il y a même le doute. Vous savez ce qu'on appelle le doute raisonnable? Le doute bénéficie aux mises en cause. Dès qu'il y a le doute, on n'a pas. Si la personne qui accuse, qui reproche, n'a pas les moyens, ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle prétend. D'accord. On accorde le doute raisonnable aux mises en cause, tout simplement. Donc, il ne s'agit pas d'aller chercher qui a fait, qui a dit ou non. Nous sommes là pour qu'on nous démontre que ce qui est reproché à telle personne lui est imputable. C'est tout. On a compris. Quand je parle de ce que le doute raisonnable bénéficie aux mises en cause, et lorsque vous étiez en train de dérouler les chefs d'accusation, vous avez dit qu'il y a un seul qui permet aujourd'hui qu'on l'arrête. Et moi, je voudrais rentrer dans le code de procédure. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit qu'il y en a 3. Je n'ai pas dit qui permet qu'on le retienne. Non, je n'ai pas. Qui a été qualifié Je vous ai dit qu'elle a été entendue. Oui. Elle a été entendue pour. Oui. Elle est entendue pour. Oui. Elle est suspectée d'avoir commis l'infraction. Les faits pour lesquels elle est suspectée, ce sont ces faits qui ont amené à ce qu'on la garde à vue. Il y a une différence entre les faits et l'infraction. De toutes les façons, nous n'allons pas rentrer dans non, puisque la police s'en est mêlée. La justice on la garde en vue. On la garde en vue pour les faits ou pour l'infraction. Non, on la garde en vue pour l'infraction, pas pour les faits. Oui. L'infraction était qualifiée. L'infraction était qualifiée. Bon, maintenant, la question. Altération d'aliments. Oui. Altération d'aliments. Altération d'aliments. D'accord. Publication obscène. Suspicion de partie de sorcellerie. D'accord. Alors, cette dame a-t-elle un domicile connu? Elle a un domicile connu. Alors, est-ce que dans le code de procédure pénale, aujourd'hui, cette garde à vue est justifiée? Je veux vous dire une chose. Beaucoup de personnes pensent que la garde à vue fait du mal à un suspect, à une mise en cause. Non. Les objectifs de la garde à vue, les objectifs recherchés par la garde à vue, sont la protection du suspect, la protection des preuves et garantir la représentation ou la comparution du suspect devant l'autorité judiciaire. Alors, le cas d'espèce. Pour ma part, cette garde à vue, je la trouve normale. Pour le cas d'espèce. Pour la protection, oui. Vous voyez la passion justement qui que cela suscite. Avait-elle besoin de protection lorsqu'il fallait lui tendre une espèce de guet-apens pour l'arrêter? Non, écoutez. Une fois qu'on lui a tendu ces guet-apens dont on parle là, elle n'était plus dans le ressort judiciaire du lieu de la commission d'infraction où elle allait se réfugier. Elle estimait que elle ne courait aucun danger, sinon elle ne serait pas allée. Alors lorsqu'on va donc la prendre et la ramener là où elle estime qu'elle court un danger, pourquoi la laisser dans la rue? Il vaut mieux la laisser garde à vue. Sur ce point, je suis parfaitement d'accord. Mais maintenant, si on va maintenant sur les motivations de la garde à vue en fonction du type d'infraction, on vous dira que ça ne tient pas. Comprenez? Je peux avoir un frère ou un ami qui a commis une infraction, qui soulève les masses. Je lui demande, on voit souvent le cas de l'accident ici, là où il y a eu perte avec de main, le chauffeur court d'abord se garder à la brigade, lui-même non. Tout à fait. Alors, c'est le premier réflexe. La garde à vue est une mesure qui, sécurité, on va compris. Qui est aussi une mesure de sécurité. Du mise en cause. Donc on ne va pas voir directement comme même la détention provisoire. C'est pas comme si on avait rendu une décision de justice, on a condamné quelqu'un. Donc nous ne trouvons pas, à l'état actuel de la chose, nous ne trouvons pas un problème à cette garde à vue. D'accord. Vous avez dit
elle ne sait pas qui l'a filmé et comment la vidéo s'est retrouvée sur la toile. C'est ça. Mais elle se reconnaît quand même avoir pissé dans la mamie de coq. Pourquoi si je réponds présent au plateau, n'est-ce pas? C'est pour utiliser l'expression juridique. Oui. C'est pour parler du droit. Je suis d'accord. Parce Je que suis en quand train vous parlez d'aller de quelque part. pisser dans la mamie, c'est pour... Moi, je parle pour les téléspectateurs. Susciter une certaine passion. Je parle pour les téléspectateurs qui ne sont pas des érudits Ça, c'est du des droit. faits. Ils ne sont pas des érudits Je du ne suis pas là droit. pour affirmer. Non, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette partie parce que je vais arriver à une question. Arriver à la question. Oui, Oui, arriver à votre question. C'est une évolution. Elle ne sait pas qui l'a filmé, elle ne sait pas qui a publié la vidéo, mais dans les interrogatoires, elle reconnaît avoir posé cet acte-là. Et jusqu'ici, quand il vous posait les questions, j'aimerais savoir, maître, est-ce qu'elle donne des raisons, pas valables, des raisons quelconques qui l'ont poussé à poser cet acte, même si c'est des raisons condamnables ou critiquables, mais est-ce qu'elle explique comment le processus de la commission de cet acte-là, en toute âme et conscience? Avant d'aller même dans votre question, répondre à votre question là, nous avons des personnes qui sont indignées, tout le monde bavarde. Qui peut vous rapporter la preuve que cette coque-là a été consommée par quelqu'un? On vous a présenté une seule personne, ne serait-ce que de nom, qui vous dit j'ai mangé ça. Ce qu'on a entendu des gens dire, vous savez que tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vous connaissez cet adage, non? Non, moi je ne connais pas. Tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vous savez, donc, si on arrête un la gars qui dit qui a volé, quand tu n'es pas en danger, c'est à ce moment quand que tu es en danger. si on arrête un gars qui a volé un téléphone, Oui. en train de soutirer un téléphone, tout le quartier dirait que mon téléphone même que j'avais perdu. Vous voulez nous faire On va comprendre, commencer- maître, on va dire que- qu'avant justement l'aperçu de cette vidéo, les consommateurs de cette nourriture n'avaient pas de problème au préalable. Personne ne sait même. C'est très important. Jusqu'à de le présent dire. même. Jusqu'à présent. Mhm. Qui a été entendu comme victime? Qui vous dit que. Nous, on a fait des reportages en Bougada, on a vu des Tout dames le qui monde, vous présentaient connaissez les les- bulletins, les carnets médicaux pour dire qu'elle était en prison parce je qu'elle a sais, mangé je le sais. corps. Et donc, ça en sérieux, hein. Même le petit resto à côté là, nous pourrons aller là-bas après l'émission, on va manger. Mais si demain, on va manger, tant qu'on n'a rien entendu, ça va. Mais si demain, après-demain, on entend même seulement qu'on a trouvé un café passé à côté de la bouillie, nous allons commencer à faire le rapprochement. Donc même l'autre jour, nous étions, non, il faut rester froid et lucide. Restons froid et lucide. S'il faut même parler de cette marmite, vous avez vu la marmite là? Vous avez vu dans la vidéo? Cette masque qui dit que j'avais mangé. Cette quantité. Cette marmite là représente. Vous connaissez les mamans qui ne peuvent pas le comprendre? Non, ben écoutez, mais Écoutez. si on va dans cette logique-là, on ne va Non, pas parce qu'on peut faire la dire que pression. uniquement cette marmite. Écoutez. Ça peut aussi être une pratique qu'elle appelle On va, puisque vous voulez parler des faits. Oui. Peut-être un échantillon. Si on veut parler des faits, on va parler des faits. Ouais. D'accord? Parce qu'on veut parler des faits. Oui. Si c'est cette vidéo, moi je ne voulais pas trop commenter cette vidéo. Mais c'est cette vidéo qu'on veut présenter pour lapider cette femme. Restons donc sur les faits, c'est ce que nous tous on voit. Laissons les suppositions d'un côté. Si on voit les suppositions, on va vous dire, moi aussi j'ai fait ça pour filmer, montrer à mon mari que voilà ce que je lui fais souvent. Mais après on a versé, personne n'a mangé. Restons, si on veut donc rester les faits, je vous dis, soyons prudents et restons tranquilles. Il ne faut pas qu'on nous dise qu'une marmite, les gens, tous vos cadavres mangés. La petite marmite, là, même moi seul, je peux manger toute la petite marmite. Mais Là. je ne répondais pas à ma Alors, question. non, pour vous dire que elle vous a dit, elle a dit devant les médias qu'elle a fait ça pour choquer son mari et c'était une marmite destinée à la consommation. Vous n'allez pas être plus choqué que la personne même qui a consommé. D'accord? Et sa Elle a thèse fait ça et son. pour choquer son partenaire. Oui, et son. Elle a quand même servi cette coca. Et ça peut tenir, même si elle le dit, ça peut tenir pour la simple raison que la quantité que vous avez vue là n'était pas. Si vous voulez aussi des faits, on va, vous êtes des journalistes, on va à un lieu où de vente de préparer là. Moi j'en connais. Vous allez voir quel type de marmite on utilise pour préparer le coq consommé au grand public, destiné à la consommation du grand public. Alors je vous dis que s'il faut rester sur les faits,
on va rester les faits. S'il faut entrer dans les suppositions, beaucoup de choses peuvent se dire. Personne ne peut vous dire, à l'état actuel, qui l'a consommé. Personne ne peut vous dire quel jour cette vidéo a été vue. Personne ne peut vous dire dans quelle marmite, où. Et personne ne peut même dire. Au village. Voilà. Est-ce que c'est même cette marmite qui a été destinée à. Voilà. Le scellé. Nous allons même demander ça à un moment donné. Vous savez, il y a 3 éléments qui caractérisent. Vous êtes dans votre rôle, vous pouvez. Il y a 3 éléments qui caractérisent. Tourner en dérision toute l'accusation, ça on sait. Pour sanctionner quelqu'un devant la justice. Oui. Non, on peut blâmer, fouetter un enfant dans la rue. La société peut blâmer. Mais pour qu'un juge prononce une décision, une sentence, il y a des éléments. À prendre encore 3. L'élément matériel, l'élément moral et l'élément légal. Oui. L'élément matériel de cette affaire de Kokla, nous allons, je ne vais pas rentrer parce qu'on va commenter, on va dire que nous disons ça pour influencer, mais le moment venu, nous allons vous tenir informés au pas à pas des informations concernant cette affaire. Et je demanderai même, nous allons même proposer au tribunal que cette audience ce procès soit médiatisée. Pour quand même éduquer la société, qu'on n'amène pas que les Facebook, que les réseaux sociaux et les médias ne se transforment pas en juridiction de jugement. Qu'on puisse comprendre qu'il y a les faits et il y a le droit. Et dans les faits, on ne laisse pas la possibilité aux gens de se défendre comme il faut. C'est pas parce qu'on m'a vu, et je vais même encore aller plus loin, pour vous dire que c'est même une affaire de mœurs, c'est ça que les gens s'agitent. Si on avait montré une bouteille, les urines dans une bouteille, qu'elle est en train de verser, que voici les urines qu'elles sont en train de verser, personne n'allait y croire. Les gens viennent à la reconnaissance des faits parce qu'on s'attend à dire, comme on sait que dans la reconnaissance des faits, on va simuler l'infraction, et puis maintenant les gens pensent qu'ils vont voir ça. C'est ça le problème. D'accord. Maître, on va évoluer. Le public voudrait savoir l'action de poursuite ou l'action judiciaire pénale, je ne sais pas comment vous appelez ça, est déclenchée par une plainte qui est déposée. Qui a porté plainte, maître? Non, pas forcément. L'action pénale, le procureur de la République est le garant de l'action pénale. Oui. C'est le procureur de la République qui déclenche l'action pénale. Oui. Après dépôt d'une plainte. Non. L'action pénale est déclenchée par le procureur de la République. Et maintenant, toute personne qui a connaissance de la commission d'une infraction doit la rapporter, doit rapporter à la connaissance soit du procureur de la République, soit d'une autorité administrative, soit de l'officier de police judiciaire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la plainte, il y a ce qu'on appelle la dénonciation. Oui. La dénonciation émane de personnes autres que la victime d'une infraction. Donc vous pouvez avoir pris connaissance d'un fait et puis vous portez à la connaissance de l'autorité judiciaire. Ça s'appelle une dénonciation. Maintenant, la plainte, elle émane directement de la victime. Alors maintenant, là où nous sommes là, on voit à l'état actuel, je ne dirais pas que l'action publique a été déclenchée parce que nous sommes encore à la phase de l'enquête. Il appartiendra au procureur de décider si qui a déclenché la procédure? C'est ça ma question. La procédure, c'est le fait d'une dénonciation. Le procureur ou l'officier de police judiciaire qui prend connaissance d'un fait antisocial, par tout moyen que ce soit, peut décider de l'ouverture d'une enquête. Il peut être assis devant la télé ou à travers les réseaux sociaux, découvrir un fait qui viole la loi et décider d'ouvrir une enquête sans qu'il y ait une plainte. Alors, la rapidité du traitement de cette affaire, vous dites que c'est parce que c'est lié aux mœurs? Oui, parce que c'est lié sincèrement. C'est pas que c'est. Il n'y a pas quelle est même la rapidité? Je ne parle pas de la rapidité. Je parle de l'ampleur donnée. Rapidité et ampleur sont rapprochées parce que la vidéo, ça fait pas 2 semaines que nous l'avions vue. Mais on est non, la rapidité, c'est qu'on pourra l'auditionner, là, déférer directement au procureur. Non, mais du moment où la vidéo a été publiée, il y a eu cette mobilisation des officiers de police judiciaire jusqu'à le temps de guet-apens, jusqu'à la transporter, jusqu'à faire la reconstitution. Pour moi, l'ampleur, la rapidité, ils vont Jusque-là, moi, je vous dis que les officiers de police étaient dans leur rôle. Oui. Je commence à dénoncer, ce dont je dénonce, c'est l'ampleur. La publicité de cette chose. Qui en fait la publicité? Dans tout le monde. Tout le monde. Qui convoque les médias? Tout le monde. Lors de la reconstitution. Je ne sais pas si votre média a reçu une convocation. Parce que moi, je ne peux pas me tenir dire que les médias ont été convoqués. Je n'ai pas
une correspondance dans laquelle j'ai vu une convocation, un simple un coup de communiqué, fil, un simple SMS. Oui, moi je vous dis que je n'ai pas vu. Donc si vous les médias vous avez reçu, alors c'est l'auteur de cette publication, de cette publicité est la personne qui vous a envoyé le message. Mais je dis l'ampleur qu'on donne à cette affaire, la publicité faite autour de cette affaire. Le tapage qu'on peut tout autour. N'a pas. On a vu des situations ici où on a trouvé des Heineken frelatés, des boissons sans publicité, des boissons où alors je ne fais pas une contre-publicité de cette boisson, de cette marque. Mais je vais dire qu'on a eu à trouver des produits alcoolisés, frelatés. On a arrêté les auteurs. Vous avez vu la reconnaissance des faits? On a filmé même que c'est des mélanges des urines et du savon. Vous avez vu quelconque reconnaissance des faits? On a vu des gens qui vendaient des produits avariés de nourriture de poulet ou de quoi. Vous avez vu quelconque reconnaissance des faits? Être sérieux. Même s'il faut commencer par quelque part. Quel est même l'objectif de reconnaissance des faits? L'objectif de reconnaissance des faits, c'est lorsque on n'arrive vraiment pas à renseigner sur les circonstances de la commission des faits. Mais si quelqu'un vient vous dire que j'ai fait ça, j'ai fait, et que vous n'avez pas le doute, c'est un petit délit mineur, délit, parce que quand même au Cameroun, les infractions sont qualifiées en crime, délit, contravention. Donc on peut savoir qu'en matière de crime, c'est 10 ans d'emprisonnement minimum. En matière de délit, c'est 5 à 10 ans en descendant. En matière de contravention, c'est des paiements pécuniaires directement. Donc, pour vous dire qu'il y a des circonstances dans lesquelles on n'a pas besoin de faire une reconnaissance de faits. La reconnaissance de faits, en réalité, c'est pour vous amener à croire que le mis en cause est certainement en train de cacher une information ou en train de couvrir un autre suspect. Alors, on l'amène dans sur les deux pour qu'il reconstitue, afin que le magistrat, parce que même le magistrat fait la reconnaissance des faits, le juge d'instruction, pour publier la reconnaissance de jugement peut demander une reconnaissance des faits, afin de mieux avoir une idée matérielle de ce qui s'est passé. Dis-nous alors la reconnaissance des faits d'une personne, parce qu'en réalité, la reconnaissance des faits, c'est la commission des faits. Vous voulez dire que ceux qui ont ordonné cette reconnaissance des faits sont aussi emballés dans la passion, dans le fantasme. Oui, c'est fantaisiste. Alors, je sors avec cette dernière question. La mise en cause est en garde à vue. Je crois qu'elle a été prorogée déjà parce que ça fait quand même quelques jours, je ne connais pas la date exacte, elle a été mise en garde à vue. Si nous étions de sa famille et on vous posait la question, mais est-ce qu'elle va aller en prison? Vous répondez quoi? Vous savez, dans ce genre d'affaires, tout est possible. Comme je vous ai dit, même la détention provisoire, ce n'est pas la condamnation. Mais c'est la prison. Non, ce n'est pas la prison qui est. C'est pas la prison qui a un problème. Écoutez, quand vous avez un problème, c'est la sentence qui doit vous inquiéter. Ouais. Ce n'est pas le déroulement. La détention provisoire, parfois, dépasse même la sentence qu'on prononce. Donc, c'est la prison. Vous savez, oui. Lorsqu'un monsieur est poursuivi libre, et il est condamné à la fin, il arrive au tribunal, il comparaît libre, il arrive, on le déclare coupable. Il est sorti de chez lui bien costumé, bien parfumé. Il arrive devant le juge qui le déclare coupable pour une peine d'emprisonnement, privative de liberté. On demande d'exécuter. Parce que la décision elle est exécutable à ce temps lorsque c'est une peine de privative de liberté. Il rentre. Et un autre qui est poursuivi, il est même en détention, on le déclare non coupable. Qui marche à la tête dans la société? Il faut savoir. Non, tu veux que quelqu'un peut les risquer d'aller en prison pour vivre? Non, c'est pas le fait d'aller en prison. Pourquoi on demande le casier judiciaire? Pourquoi le casier judiciaire? Une affaire judiciaire, c'est la décision. Vous en avez fait plus. C'est la décision qui nous intéresse. Vous comprenez? C'est pas le fait. La détention, encore même, si vous voyez la peine prévue pour chacune de ces infractions-là, aucune n'atteint 1 an. Alors, maintenant, celle même qu'on peut penser qu'elle peut être retenue pour faire même l'objet de débat, c'est altération des arrêts dont la peine est de 3 à 5 mois d'emprisonnement. Seront sérieux. La loi même dispose qu'une personne poursuivie pour une infraction passée de moins d'un an d'emprisonnement peut décider de se faire juger en son absence.
Merci, maître, pour cette autre phase de questions. Vous allez peut-être permettre qu'on puisse vous transmettre les questions de ces téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. La première qui entre peut-être dans mon inbox. Monsieur le modérateur, bonjour, très belle émission. Est-ce que cet avocat est mentalement stable? Je pose cette question parce qu'il défend l'indéfendable. Qui est cet avocat? Bon, peut-être si vous voulez qu'on l'en commentaire, mais je pense qu'à l'entame, vous avez notifié clairement que vous n'êtes pas avocat. Voilà. Vous voulez qu'on l'en commente ou bien on y passe? Non, je vais lui répondre. Allez-y. Il faut lui dire que toute personne suspectée d'avoir commis un fait à droit à la défense. Et puis, généralement, vous savez, je vais lui demander d'aller lire la Bible et de voir la partie où Jésus a trouvé un boulet lapidé. Une femme, il a dit que celui qui n'a pas lu lance la première pierre. Qu'il sache que dans la société, ce que la société réclame toujours, chaque fois que la société réclame justice. Même les plus grands criminels ont le droit d'être défendus en justice. Donc, c'est un principe. C'est un principe de protection des droits de l'homme qui n'est pas discutable. Voilà, on a un autre message qui vient de Facebook cette fois-ci. Peut-être Joseph l'a déjà posé. À vous entendre, maître sur ce plateau d'Horizon Midi, est-ce que Dame Bikwe ira-t-elle en prison? Je vous ai dit que dans des affaires, je sais tout est possible. C'est possible. Aller en prison est différent d'être condamné. Si quelqu'un me demande si elle sera condamnée, je dirais non. Vous répondez pas à la négative. Oui, si quelqu'un me dit sera condamné, je dirais, dans ce genre d'affaires, je dirais non. Mais aller en prison, je vous ai dit que la prison, le fait de mettre quelqu'un en prison, on peut avoir d'autres réalités. On peut encore estimer que peut-être en la libérant même. Bon, je ne vais pas faire de commentaire dessus, mais je vous dis, la mise en détention a aussi ses objectifs. Oui. Voilà, on a également un autre message. Voilà, si jamais Christelle Bikwe n'est pas condamnée, maître Andy, qu'est-ce que la justice fera pour réparer tous les préjudices causés à son égard? Déjà, si elle n'est pas condamnée, nous allons reconvoquer la presse pour un droit de réponse. Oui. Et expliquer pourquoi elle n'a pas été condamnée. Pour que ceux qui pensent qu'elle devrait être condamnée comprennent bien qu'il y a la différence entre la justice et les faits. Si la décision de justice est rendue, même le juge qui rend la décision motive sa décision. Il vous dit pourquoi il a rendu la décision. Et à la fin de cette histoire, nous ferons un communiqué. D'accord. Dans lequel nous allons vous expliquer pourquoi. Et nous sommes convaincus qu'elle ne sera pas condamnée. Et nous allons à la fin communiquer sur la raison. Et à la suite, qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire? Est-ce qu'il y aura des réparations peut-être morales, je ne sais pas, des dédommagements qui lui seront apportés? Qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire? Pour le moment, nous n'allons pas, je ne vais pas vous livrer cette information. Oui, je suis même aller un peu plus loin. Mais pour le moment, nous nous concentrons à la phase policière. D'accord. On peut poser la question autrement. Quelle est selon vous l'issue favorable à cette situation? Nous nous concentrons à la phase policière. D'accord. Voilà, peut-être pour repasser la parole à Julio Arcel-Job, vous allez permettre qu'on repasse la parole. On vous accordera pas ces 30 secondes. Joseph Arcel, on ne vous repassera pas ces 30 secondes. Merci beaucoup, Julio Arcel-Job, pour la deuxième phase justement de cette question. Nous vous donnons exactement 10 minutes pour la prochaine phase justement, avant de repasser la parole à Joseph Arsène Batchogo pour les 10 prochaines minutes. Je les prends volontiers, Romaric. Parlons, parce que nous avons traité les questions autour du droit et de la procédure ou des procédures. Parlons des répercussions sur la vie personnelle de votre cliente. Comment a réagi son entourage, ses proches? Comment réagissent à cette situation? Oui, vous savez, comme toute personne étant issue d'une famille nucléaire, tout à fait, et d'une famille élargie, y compris relations amicales, on aura toujours une partie qui sera avec nous et une autre qui ne sera pas avec nous. Tout à fait. Mais de ce que j'ai rencontré, surtout après la version qu'elle-même a donnée devant les réseaux, devant les médias, elle a le soutien de sa famille. Même si les gens sont inquiets du fait que cette affaire peut influencer la vie des magistrats et la mettre en prison. Tout à fait. Je leur ai dit, au magistrat,
c'est pas les faits. Le magistrat, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas. Le magistrat reste lucide et froid, et ce n'est que la loi. Donc, je leur ai demandé de garder l'espoir. Et vous, en tant que conseil, face, je l'ai dit, à la complexité socio-culturelle de cette affaire, quelles mesures prenez-vous à votre niveau pour lui garantir un procès équitable de manière à préserver sa dignité? Effectivement, c'est la raison pour laquelle nous sommes constitués. Nous avons fait un collectif pour défendre effectivement cet intérêt. Puis nous avons commencé à expliquer à certaines personnes, comme je suis là devant, pour dire que analyser, pour leur demander d'analyser profondément les questions qui tournent autour de la chose et d'éviter la passion, de rester froid et serein, pouvoir comprendre et ne pas tomber dans le piège de la passion. Ouais. C'est vrai, depuis l'entame de cette affaire, depuis que je me suis fait construire ce dossier, je commençais à continuer à dire aux gens que c'est moralement blâmable. Nous sommes d'accord, parce qu'il ne faut pas qu'on pense que le fait d'être conseil de quelqu'un, c'est pour dire qu'il a eu raison de faire ci ou il n'a pas fait ça. Le conseil ne fonctionne que sur la loi, pas sur les faits, non, sur la loi. Alors, c'est un fait de société qui choque, nous sommes d'accord, et nous continuons à demander des excuses. Mais maintenant, est-ce que devant la justice, on peut répondre oui ou non? C'est cela que nous sommes là. Alors cette affaire a, il faut le dire, un autre aspect au-delà de la justice. Il y a un peuple choqué, d'ailleurs vous le dites si bien, vous comptez demander pardon, une bonne stratégie de communication, mais quel message comptez-vous concrètement adresser aux Camerounais afin qu'ils réalisent qu'au-delà de l'émotion, il faut comprendre que la justice a ses réalités. Comment comptez-vous communiquer cela au peuple camerounais? Parce que, quelle que soit l'issue, il y a tout un peuple choqué. Voilà. Donc, comme on parlait même de l'impact sur la société, tout à des fait. personnes, même dans notre code pénal, le code pénal camerounais, demande aux juges de tenir compte de l'impact que la sanction qu'il peut donner à un délinquant peut avoir dans la société. Dans l'impact d'une sanction dans la société. Et la qualité même de la personne. Et les circonstances dans lesquelles la personne a commis les faits. Quand un juge veut condamner, veut donner une sanction à un délinquant, il doit tenir compte de ces aspects-là. Alors maintenant dans la société, c'est difficile de dire à tout le monde de penser de la même façon parce que nous venons des horizons bien différents et puis chacun a sa façon d'appréhender la chose. Mais je conseille aux gens de rester très vigilants, de ne pas prendre. Vous savez que si nous étions de mauvaise foi, on avait commencé à dire à cette dame au début de nier les faits que c'est une vidéo montée. Et tout à fait. Nous avons aujourd'hui des intelligences artificielles qui peuvent produire une vidéo sans que personne ne réussisse à démontrer que c'est du fake. Non, c'est pas possible. On demande toujours que c'est du fake, mais continuons. Non, je vous dis que pour arriver à démontrer, il faudra une expertise. Tout à fait. Maintenant, qui mettra ses moyens pour requérir l'expertise sur une affaire comme celle-là? Vous n'avez pas nié les faits. Pour avoir la vérité. Pour avoir la vérité. Les faits, vous avez avoué. Voilà, pour avoir la vérité. Il faut mettre des moyens, non? Il faut mettre des moyens pour avoir la vérité. Maintenant, qui est intéressé par la vérité? Qui est prêt à mettre ses moyens pour la recherche et la manifestation de la vérité? On comprend voilà ça. la question. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est de mauvaise foi, s'il y a une vidéo, on peut vous dire, écoutez, cette vidéo est fausse. Et il appartiendra à celui qui dit que la vidéo est vraie de démontrer. Il n'est pas à nous de dire que c'est une fausse. Tout à fait. Il appartiendra à celui qui dira que voilà, une vraie vidéo est démontrée. Mais maintenant, si quelqu'un passe aux aveux et s'excuse, et vous dit, elle ne vous a pas dit que je demande pardon aux clients qui ont consommé, ce serait grave. Mais elle vous dit, c'est vrai que je l'ai fait, mais vous en faites un peu trop, en pensant que, en faisant le rapprochement entre le restaurant que je tiens et ma cuisine. Ce n'est pas très exact, mais elle a demandé pardon à la nation tout entière. Oui, d'avoir vu, écoutez, vous avez bien. C'est normal. Elle demande pardon à la personne des gens. Bon, dans la nation tout entière a consommé son alcool.
C'est une question que je me pose. Pourquoi? Non, je vous dis que quand je vous dis qu'elle aurait pu dire, je demande pardon à la centre entière, et en particulier mes clients qui ont consommé. On a compris, non? Je demande pardon parce que les gens, tout le monde qui a vu a été choqué. Oui, oui. Il faut bien comprendre ça. C'est le but de l'émission, vous permettre de nous faire comprendre. Elle vous dit, je demande pardon à tout le monde. Parce que on a vu ce que j'ai fait. Comprenez? Parce qu'elle est consciente que tout le monde a vu. Tout à fait. Mais elle vous dit que contrairement à ce qu'on vous fait croire, ça, c'était pas destiné à la consommation. C'était dans la cuisine interne. Donc, selon vous, pour telle raison. Selon vous, sa bonne foi suffit à lui garantir les circonstances atténuantes? Écoutez, le juge tient compte du comportement de la personne. Et de l'intime conviction aussi, son intime conviction aussi. Qu'il a en face de lui. Et ne soyez pas surpris qu'elle soit en train de demander pardon devant les réseaux sociaux, la télé, qu'elle arrive devant le juge lorsqu'on lui notifie le fait qu'elle plaide non coupable. Oui. Oui. Ne soyez pas surpris. Ça ne serait pas surprenant en tout cas. Tout dépend de la qualification. Ce que la vie, si on va la vie devant un juge que empoisonnement. Tout à fait. Tentative d'assassinat. Tout à fait. Vous croyez qu'on va lui dire de plaider coupable? Parce que effectivement, on n'a pas posé des actes qui peuvent amener à croire que quelqu'un peut. Cet acte-ci peut ôter la vie. C'est pas comme si elle avait, permettez-moi l'expression, couper la tête d'une personne en deux et que la personne n'est pas morte, mais on est en train de soigner la personne et qu'elle peut nier qu'elle a voulu ôter la vie à la personne, mais ça c'est mal raté parce que son coup n'est pas bien parti. Pour parler de tentative d'assassinat, il faut que les actes que la personne a posés nous renseignent bien que ces actes-là pouvaient provoquer la mort autrui. Et que la personne faisait avec l'intention et la volonté de ôter la mort autrui, mais son action a été interrompue par un acte indépendant de sa volonté. Oui. C'est ce qu'on appelle la tentative. Oui. Vous comprenez? Oui. Si je commence à vous mettre la main dans la poche pour soutirer votre portefeuille et que je suis interrompu par le voisin, mon action n'a pas été consommée. C'est ça qu'on appelle la tentative. Tout à fait. Mais ce n'est pas le fait de guetter votre poche qui devient la tentative. Tout à fait. Alors, quel acte donc elle a posé, qui a été interrompu par qui et qui devait provoquer la mort autrui? Peut-être qu'elle était dans un processus d'empoisonnement sur plusieurs années et que la vidéo qui a circulé a interrompu ce processus. C'est ça que je veux dire, nous devons rester sur les faits pour ne pas faire les suppositions. Parce que si on fait des suppositions, tout à fait. Sans faire des suppositions, nous devons on va encore. Quand on parle même de tentative d'assassinat, à la personne de qui? Des clients éventuels. Lesquels? Des consommateurs éventuels de cette nourriture-là. Pour parler d'assassinat, il faut du concret. Il faut que la victime soit identifiable. Si un monsieur prépare un attentat et qu'on l'a arrêté avant qu'il aille poser, qu'il fasse son attentat, on ne dira pas qu'il a fait la tentative parce qu'on ne sait pas où il allait, ce qu'il allait faire. Allait-il pour détruire un immeuble ou bien? Pour parler d'assassinat, il faut avoir une personne. Vous allez parler de meurtre, d'assassinat, on va poursuivre quelqu'un d'assassinat sans avoir le cadavre. Non, je vous dis que pour parler, parce qu'on ne peut pas qu'on utilise l'expression. Une dernière question. Il ne faut pas qu'on utilise l'expression seulement parce qu'on a les caméras. Avec votre permission, une dernière question. Vous êtes dans vos 10 minutes. Je l'avoue. Voilà. Je l'avoue. Vous allez également permettre à Joseph d'aller. Je te confirme à 5 ans. Allez-y. D'accord. Maître, je voudrais savoir une chose. Vous êtes un collectif. À l'intérieur, il y a les experts, il y a les avocats et tous ceux qui peuvent intervenir de manière à ce que la vérité soit mise en exergue. Qui vous paye? Très bonne question. Nous avons, je vous ai dit que je suis secrétaire général de la Chambre nationale d'experts criminels du Cameroun, qui est une corporation judiciaire, qui a plusieurs sections, parmi lesquelles la section droits de l'homme. Et c'est dans cette section que nous avons décidé de créer le collectif des avocats pour défendre les droits
de ces suspects. Et ces conseils, ce collectif sera pris en charge, pourrait être pris en charge actuellement par les fonds de la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun. Encore que parmi les avocats qui y sont, certains sont membres de la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun. Donc il n'est pas interdit d'être expert et avocat au même moment. Sauf que moi je ne suis pas avocat. On l'a compris. Voilà. Donc il y a des experts qui sont avocats au même moment. On l'a compris. Et il y en a qui acceptent, qui sont des conseils, qui acceptent de faire du bénévolat par amour, par souci de la protection des droits de l'homme. Et du souci de manifestation de la vérité. Est-ce qu'il y a des critères au préalable pour bénéficier de cet accompagnement par votre structure? Qu'est-ce qui vous a motivé pour le cas de cette jeune dame? Pas du tout. Ce qui nous a motivé, c'est que depuis le début de cette affaire, déjà je vais vous préciser que la dame a un avocat qui n'est pas membre du collectif, que nous avons découvert dans la procédure, que nous avons rencontré dans la procédure. Alors, pendant la reconnaissance des faits, on n'a pas vu dans les médias la position d'un conseil, parce que généralement dans ce genre de choses, on demande toujours la position du conseil. Et puis nous sommes dit que certainement elle n'en avait pas. Nous avons décidé de mettre ce collectif. Et c'est comme ça dans plusieurs cas, dans plusieurs dossiers dans lesquels nous nous rendons compte que la mise en cause n'est pas assistée. Nous faisons les procédures par étapes au niveau de la police, à la phase policière, nous connaissons les conseils, à la phase de jugement, nous posons directement des avocats qui sont aussi des conseils au même moment. Parce que tout avocat est conseil, mais tout conseil n'est pas avocat. Vous comprenez? Donc, en fonction des circonstances, nous décidons de mettre sur pied des personnes pour défendre aussi en fonction de l'affaire et de la position même de la personne mise en cause. D'accord. Je voudrais qu'on revienne pour terminer sur un volet dont nous n'avions pas beaucoup parlé. On s'est beaucoup attardé sur les faits, la qualification des faits, la possibilité ou la difficulté à établir les liens. Mais il y a un volet qui a été évoqué, mais dont on n'a pas beaucoup parlé, la pratique des sorcelleries. Est-ce que cet acte, puisqu'elle l'a reconnu, ne peut pas prospérer dans ce qualificatif, étant donné que nous savons que beaucoup de personnes visitent les vendeurs d'illusions, les marabouts, les diseurs de bonne aventure, qui encouragent les femmes à certaines pratiques, à un certain nombre de choses. Est-ce que vous ne vous attendez pas que l'accusation vous prenne à contre-pied sur ce volet de pratique de sorcellerie? La sorcellerie en elle-même est prévue et réprimée par le code pénal. Mais il y a des éléments, comme on disait sur des faits, il y a des éléments qui caractérisent la pratique de sorcellerie. Une infraction. Alors, la sorcellerie, les éléments caractérisant l'infraction de sorcellerie sont lesquels? C'est des éléments, des traces et des indices qui habituellement ne sont pas visibles dans notre société et ne sont pas acceptables. Maintenant, vous connaissez les sources du droit. Il y a la coutume, il y a la loi, il y a la doctrine, il y a la jurisprudence. Dans nos coutumes, nous sommes des bantous. Dans nos coutumes, moi qui vous parle, j'ai déjà bu des urines. Vous comprenez? J'ai déjà bu des urines. Dans nos livres de recettes traditionnelles, ici, on peut vous produire ça. Si ça va être qualifié comme sorcellerie. Sauf que dans la consommation, lorsqu'on mixe ça dans la nourriture, ça frise la sorcellerie. C'est la question qui tourne autour là. Oui. De tout ça, de tout ce qu'on peut reprocher à une personne. C'est qui est la victime. Lorsque on vous reproche un fait, d'avoir posé un acte, vous avez ce qu'on appelle la prévention. Quand le juge dit au greffier, maître, lisez la prévention ou prévenez.
On vous accuse d'avoir tel jour, telle date, avoir commis tel fait au préjudice et tel. C'est ça la prévention. Vous avez posé la bonne question, qui est la victime? Et quand je posais les questions tantôt, je demandais qui a déclenché l'action publique ou la poursuite, on a parlé des dénonciations. Et qui a dénoncé? Ce sont des présumés, des supposées victimes, parce que quand vous tenez un restaurant, vous n'aviez pas une seule Si je parle combien de personnes défilent, permettez que je finisse, combien de personnes défilent dans ce restaurant qui mangent au quotidien? Ne serait-ce pas cet ensemble de personnes qui se constituent des victimes pour cet acte de sorcellerie dont on ne peut pas directement établir le lien quand vous avez montré le flou qu'il y a d'établir le lien entre cette marmite de coq et ce qu'il sert au niveau du restaurant. On peut avoir fait la pratique de sorcellerie dans une petite marmite de coq et aller redéverser ça dans la grande marmite de coq pour continuer à faire des pratiques d'envoûtement. Vous savez, oui. Ceux qui sont inscrits sur ce dossier en ce moment sont en train de nous écouter parce que je leur ai envoyé, je ne sais pas comment vous appelez ça votre jargon, l'image que m'avait envoyé, la publication. Le visuel. Le visuel, ils sont en train de m'écouter. Et il ne faut pas que je commente des choses qui peuvent amener les gens à avoir les idées de contourner certaines. Comprenez? Ils me suivent très bien. Et je vous dis, ceux qui me connaissent, que ce soit des magistrats, des avocats, des huissiers, des notaires, tous ceux qui flirtent avec la justice au Cameroun qui me connaissent, savent que je suis pour utiliser l'expression ailleurs, un des caïds du droit pénal. Un des meilleurs juristes pénalistes que le Cameroun peut avoir. Ça, je le dis devant un plateau de télé. Je dis, je suis un des meilleurs, je précise, un des meilleurs juristes pénalistes. Praticiens. Et théoriciens du droit pénal camerounais. Nous sommes jeunes, on va faire les choses avec notre temps. Avec le temps, on finira par se connaître. Avant cette histoire, vous ne me connaissez pas. Et quand je parle du droit pénal, je peux faire asseoir des gens et discuter avec eux et leur dire que voilà. Ça veut dire que quand je soutiens un fait en droit pénal, ou quand je vais me placer quelque part pour discuter du droit pénal, je suis sûr à 200% que personne ne va me contredire. Donc, je vous ai dit que beaucoup de ceux qui inscrivent cette affaire sont en train de m'écouter. Et je ne veux pas donner les moyens de contournement pour arriver à des résultats qui ne seront pas en ma faveur. Comprenez? Si le Cameroun, ce pays a 100 lois en matière pénale, j'en connais 95. Et j'en ai interprété 90. J'ai eu le privilège d'être parmi des jeunes qui ont vu le manuscrit du Code de procédure pénale passé. Le manuscrit, le Code de procédure pénale qui est entré en vigueur en 2007. J'ai eu, vous voyez, nous sommes en 2025. Quand je vous dis qu'en 2007, il est entré en vigueur en 2007, mais dans les années 2004, 2005, quand il était manuscrit, il était à la rélecture et tout, et j'ai eu le privilège d'être parmi les jeunes qui ont vu le manuscrit du Code de procédure pénale et qui disaient, voilà. Est-ce que dans le Code pénal camerounais, l'infraction de filouterie de loyer, les gens peuvent parfois s'attribuer des choses, des recettes au Cameroun. Je suis un des penseurs de la pénalisation de la filouterie de loyer. Comme à ce moment, je vous dis, gardez cet extrait, comme à ce moment, je vous dis que je demande qu'on pénalise aussi le prêt d'argent, qui n'est pas une infraction pénale. Pour dire quand même que la loi pénale est préventive, elle est dissuasive pour la société. Lorsque un individu sait qu'en venant prêter votre argent, s'il ne vous rembourse pas, on ne le mettra pas en prison. Il aura quelle peur? Parce que la loi, c'est le gendarme. Il aura quelle peur en vous faisant de vous rembourser votre argent? Et de façon dissuasive, il faut mettre cette infraction dans le code pénal. Donc, là où nous sommes en train d'y aller, cette histoire finira en notre faveur. Ça, je le dis. Je sais de quoi je parle. On va attendre, on va suivre tout simplement. Merci beaucoup, Joseph Arsène Batiogo, maître Andy Simon-Pierre. Nous sommes à 11h51.
dans ce studio. On peut peut-être ne pas respecter le temps de départ, mais le temps d'arrivée, il est impossible de le contourner. Et donc, on vous dit grandement merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de découvrir votre somptueux studio. En espérant que, en tout cas, je reste à votre disposition à chaque fois qu'il y aura des zones d'ombre dans le domaine juridique. Moi, je ne discute pas dans tous les domaines du droit. Je suis pénaliste et très calé en matière pénale. Mais si vous m'invitez pour les affaires de politique, je vais vous dire que, parce qu'au Cameroun, tout le monde est expert en tout. Je discute dans les domaines dans lesquels je me connais. Tout à fait. C'est honnête de le dire ainsi. On vous dit grandement merci. Si jamais vous obtenez gain de cause pour la médiatisation de ce sommet, je veux parler de ce procès de haute envergure, merci de solliciter Horizon 3 pour un déploiement important afin de rendre compte aux yeux du monde. Yes. Julien Sedjo, merci d'être passé par ici. Merci Joseph Romaric, Arsène merci Batogo, beaucoup. merci lundi. Absolument. Lorsqu'il sera très exactement 10h, merci à Nicolas Abessolo qui a assuré la diffusion ce matin, notre ingénieur son maison Moïse Moses, à ses côtés Mathieu Elat et Shemot, notre stagiaire également, qui ont assuré les 4 caméras braquées sur nous au studio 1 ici à Horizon 3 Télévision et l'ensemble de cette qualité lumineuse également. Merci à Reine Christelle Tignien pour la coordination de ce programme. L'honorable François Biba était bien évidemment à son chevet pour la supervision générale de cette autre sortie. Émission spéciale Horizon Midi qui se refait. Romaric Noifeux, j'ai eu l'insigne honneur, le bonheur et même le privilège de conduire encore les échanges de ce matin. À lundi, lorsqu'il sera 10h. Bon week-end à tous.